écrit une douzaine de livres, les uns sur le monde islamique, les autres sur Israël. En particulier, un titre a fait tilt pour moi. Je vous l'avais dit l'autre jour, Anna Chénès, l'étoile foudroyée. Alors ça a fait tilt parce qu'avec le groupe de Yiddish du groupe Passerelle, nous avons étudié un texte qui narrait comment elle a été exécutée lors d'une mission de résistance qui a raté. Et récemment, il y a environ un an, Israël 70 ans, 7 clés pour comprendre. On pourra parler d'Israël un petit peu aussi, pourquoi pas. Bien sûr. Et c'est le centenaire aujourd'hui, cette année. Oui, c'est le centenaire de la naissance de Hannah Senesh, 17 juillet 1921. Aujourd'hui, vous venez nous présenter votre premier roman, qui est, je me suis posé la question, biographique ou onirique. Comment avez-vous parcouru ce chemin des essais au roman? Une seconde, tu n'as pas commencé. Je pose une question. Alors, écoutez, passer de l'essai au roman, c'est une liberté extraordinaire parce qu'il n'y a que l'écriture romanesque qui peut lâcher la bride à tout ce qui est tapis en chaque être humain, les secrets, tout ce qui est finalement dans la marge des voyages, de l'expérience, des reportages, des lectures. Et ça a été, c'est une grande liberté, l'écriture romanesque, et ça n'exclut pas du tout le pointillisme et la méticulosité de l'enquête pour faire revivre les mondes disparus. Donc, là, il y a quelque chose qui… Là, mon écran est… attendez, mon écran ultérieurement. Voilà. Excusez-moi, j'ai eu un problème technique. Ah, oh là. Oh là là. Non, il y a des gens qui parlent derrière. Non, non, mais je ne vois plus rien. Je ne suis plus du tout à l'écran, là. On vous voit, Madame Gozlan. Ah, alors je ne vois plus personne, là. Je n'ai plus rien. C'est avec nous, non? Bon, continuez de parler. On va le faire en sonore, mais on vous voit. D'accord, ok. Alors… Moi, c'est bon. Moi, je ne veux pas de bruit comme ça. Allez, c'est bon. Allez. Monsieur Malka, coupez les micros, s'il vous plaît. Alors, on est toujours ensemble? On est toujours ensemble. Je vous vois et vous nous parliez de la précision avec laquelle vous avez décrit les époques et les gens que vous voyagez. Oui, oui, c'est ça. Voilà. Donc, là, il faut bien se rendre compte qu'il y a… Je l'ai écrit pour faire revivre d'autres vies. Et chaque être humain porte en lui les secrets non dits, les intuitions, les impressions. Et donc, le fait d'avoir fait revivre un fantôme, c'est aussi, d'une certaine façon, un exercice journalistique, un exercice d'écriture pour coller avec un réel secret, comme la rivière enfouie qui circule sous le Paris des Gobelins. Ah, j'ai prévu d'en parler. Alors, la rivière enfouie. Votre héroïne, Reizel, a suivi avec sa famille de Kovno en Lituanie, je ne me suis pas trompé, à Paris, quasiment la même route ou presque que Chagall pour venir en France. Comment avez-vous restitué cela? Parce que quand on lit le voyage, quand on lit les voyages de chacun, on a l'impression d'y être. Et de la même façon, comment avez-vous restitué le voyage de Reizel de Paris à Soukaras, hein, qui n'est pas à côté de Constantine, en fin de compte, qui est plus près du Maroc. Non, je rectifie, Lucien, qui est plus près de la Tunisie. C'est à Tunisie. J'ai dit Maroc, excusez-moi. Oui, pas du tout. C'est effectivement le Maroc. C'est la Tunisie. Voilà. Soukaras, c'est sur les hauts plateaux et c'est sur la route de la Tunisie. Alors, comment est-ce que j'ai fait pour restituer ce que j'appelle le voyage dans le train fantôme, donc ce train fantôme qui surgit du passé, de l'immigration d'une famille juive lituanienne de Kovno, chassée par les pogroms et portée par l'espoir d'une autre vie ailleurs, qui pourrait être l'Amérique et qui finalement se révélera la France. Écoutez, j'ai enquêté, j'ai retrouvé non pas les archives familiales qui ne contenaient pas grand-chose, et de toute façon, ça n'est pas un récit familial, c'est un récit qui est
tissé bien sûr, de réminiscences, mais dans lequel l'imaginaire entre largement en ligne de compte. Donc, je me suis calqué sur des références historiques, sur comment on allait, par exemple, de la Lituanie jusqu'à la frontière entre ce qui était l'Empire russe et l'Empire germanique. Et tout cela, en fait, a ressurgi. Je crois qu'on ne peut pas se contenter d'approximations, parce que le journalisme, donc, qui est mon métier, n'est pas basé sur des approximations ni sur des opinions. Il est basé sur le réel. Et donc, j'ai voulu que ce soit aussi réel que possible. Sur le voyage, ensuite, mais on peut peut-être camper les personnages, si vous le souhaitez, parce que notre héroïne surgit, on a l'impression qu'elle surgit de nulle part. Donc, peut-être qu'on peut préciser quel est l'enjeu, comment se noue l'intrigue du roman. Oui. Aussi, on peut, mais je ne voulais pas trop dévoiler l'intrigue du roman. Faut qu'il en ait. Par contre, j'avais une question. Pouvez-vous nous parler un petit peu plus de la ville de Kovno et aussi de la ville de Soukharas? Parce qu'il m'a semblé que les deux étaient importantes en leur temps, une au nord, l'autre au sud. Il me semble qu'elles étaient des villes importantes. Le Kovno pour le monde juif, Soukharas peut-être pour le monde musulman. Non, alors d'abord je précise quand même. Il y a deux personnages, tant pis, je vais bousculer un petit peu. Il y a deux personnages, qui est un personnage au présent, qui est le personnage de la narratrice, qui, dans un café des Gobelins, voit brusquement, elle est à côté de son journal, elle termine un papier, elle termine un article, et elle voit brusquement surgir une inconnue assez élégante, mais qui semble vraiment sortie d'avant-hier, et qui se révèle être petit à petit remontée du temps, remontée d'un monde enfoui, et qui va se révéler comme une aïeule. Or, cette aïeule est née effectivement dans cette ville de Kovno, qui était une grande ville de la Lituanie juive, et qui est la ville de naissance d'Emmanuel Lévinas. Donc, il y a toute une histoire. Bien sûr, Emmanuel Lévinas appartient à la génération suivante. Kovno c'était avec Vilna, avec Vilno. Ah, on ne vous entend plus là. Il n'y a plus de son. Vous avez coupé le son. Le son s'est coupé, madame. Est-ce que vous m'entendez? Maintenant, oui. Maintenant, oui. Alors, écoutez, je voudrais quand même qu'on fasse un petit réglage technique parce que moi, je ne vois plus rien. Il y a des choses. Est-ce que je peux me remettre sur le lien ou bien est-ce qu'on continue Non, comme non, ça? non, on vous voit. Non, mais par contre, si ça vous dérange, vous pouvez recliquer sur le lien. Voilà. Je reclique. Et comme Alors, je reclique sur le lien. Vous fermez, vous rentrez à nouveau. Oui, recliquez sur le lien, au moins comme ça, vous nous verrez. Que ça ne doit pas être très agréable de parler. Non, ce n'est pas très agréable, mais maintenant, comme voilà, et maintenant je fais zoom. Pardonnez-moi, voilà. Ah, là, on se retrouve. J'espère qu'il n'y aura plus de… Pardonnez-moi à tous mes incohérences informatiques. Alors, on reprend sur Kovno et sur cette Lituanie juive, donc que nos amis doivent peut-être connaître, parce que c'était en quelque sorte des capitales, Kovno et Vilno, des capitales de la rationalité talmudique, celle du Gaon, l'excellence de Vilno, et qui était, il y avait une culture talmudique, rabbinique, je ne dis pas hassidique, parce que les Litvaks, comme on les appelait, n'étaient pas tellement, ils étaient plutôt en opposition avec les Hassidim. Donc c'était des villes très imprégnées de traditions juives, de traditions talmudiques. Et donc ceux qui arrivaient en France, étaient pleins de cette culture juive. Ils étaient très attachés aux traditions, et en même temps, ils étaient très attachés à la raison, à l'universalisme dont les privait l'Empire russe, et ils allaient devenir des citoyens dans ce pays de France qui était aussi rêvé que difficile à atteindre. Bon, quant à Constantine, quant à Soukharas, cette ville d'Algérie
que l'aïeul de la narratrice finira par rejoindre après son mariage avec un juif d'Algérie, un juif séfarade, donc exactement l'autre versant de la saga du judaïsme. Cette ville n'est pas très connue, c'est une petite ville des hauts plateaux, ce n'est pas du tout le lieu des grandes familles juives algériennes et algéroises. C'est une ville qui est tout près de la frontière tunisienne, qui a finalement été touchée assez tard par la francisation. Bien sûr, tout le monde est juif, tout le monde, pardon, est français depuis le décret Crémieux de 1870. Mais c'est une ville où les habitudes orientales et arabo-islamiques, arabo-judéo-islamiques sont encore fortes. Donc, il va y avoir une déflagration entre ces deux mondes, l'un que je viens de vous décrire, le monde juif lituanien, et puis le monde juif algérien de cette ville des hauts plateaux. Voilà, donc ce sont ces mondes à la fois qui se rencontrent à Paris. Paris est la ville des rencontres, Paris est la ville de l'amour, Paris est la ville des possibles juifs aussi, et ça peut être aussi la ville des passions incohérentes, et la passion qui va lier cette juive lituanienne qui n'a pas du tout oublié sa ville natale de Kovno et ses traditions, à ce juif algérien qui est imprégné de culture orientale, notamment dans sa façon de voir la femme. Tout cela va se tisser et ça va faire la trame de ce qui n'est pas un récit, mais un roman très, je l'ai voulu, très fantastique même, fantastique au sens d'une histoire fantastique, d'une histoire qui jongle avec l'imaginaire, avec le Paris secret. Moi, je suis née à Paris et j'ai une fascination pour Paris. Et donc, il y a des Paris secrets partout. À chaque carrefour, à Lyon aussi, bien sûr. Oui. En parlant de Paris, voilà. Vous avez parlé vous avez parlé du carreau du Temple, oui. Vous avez parlé du Paris des tanneurs, des catacombes. Pouvez-vous nous parler du Paris des tanneurs? Alors, c'est le Paris du quartier des Gobelins. C'est pas pour rien que ça s'appelle le rendez-vous des Gobelins. Je me suis retrouvée un jour par hasard dans ce quartier. J'y ai fait beaucoup de ma vie, de nombreuses années de ma vie professionnelle. Et ce quartier est fascinant parce que sous ce quartier, il y a une rivière. Et cette rivière est enterrée. Et elle s'appelle la Bièvre. Il y a une rue de Bièvre, vous savez, où habitait François Mitterrand. Bon, mais la Bièvre était une rivière qui a été enterrée à partir des années 1915. Et avant, il y avait toute une vie sur les rives de la Bièvre, qui était une rivière il y a eu un certain temps où elle a dévalé. Ça, c'était au XVIIe, XVIIIe siècle, ce qui est aujourd'hui l'avenue des Gobelins, et elle se répandait dans les différentes rues. Et à la fin du XIXe siècle, au début du XXe, il y avait des tanneries. Et parmi les propriétaires et les artisans de ces tanneries, il y avait des juifs. Et le père de mon héroïne, Reisel, c'est Yankel, donc Yankel Avijansky, Jacob, qui est arrivé donc avec sa famille en prenant ce train fantôme qui menait de la Russie des pogroms, de la Lituanie talmudique et persécutée, au Paris de tous les possibles, mais les possibles quand même pauvres, des possibles intégrationnistes difficiles, des possibles teintés de nostalgie. Donc, il y a ce Paris du quartier des Gobelins, le quartier des tanneurs, et on retrouve d'ailleurs, il y a une rue des tanneries, et moi je parle de la rue de la Clé. Et c'est dans cette rue de la Clé, dans un minuscule appartement de la rue de la Clé, que va se dérouler un Shabbat où bien sûr va participer Chagall, donc arrivé de son Vitebsk et qui va manger le borsch, qui va savourer le borsch sabbatique de Mirko. Donc c'est une évocation, si vous voulez, il y a différents mondes qui se croisent. En fait, ce sont les miens, ce sont ceux des origines, et fantasmatiques et réels,
fictionnel et intérieur. Et c'est ça la littérature, c'est ce qui permet de raconter tous les voyages que l'on fait en soi-même et tout ce qu'on vous a transmis, tout ce qu'on a oublié de vous transmettre et qu'on a envie de raconter. Juste pour vous avez parlé des mondes, on vient de commémorer la journée internationale des droits de la femme. C'était il n'y a pas longtemps, c'était il y a 2-3 jours. Reisel, c'est un symbole de ce qui marche ou de ce qui ne marche pas? Reisel, elle vient du monde d'avant-hier. Elle vient du monde où elle se retrouve dans une ville relativement libre, Paris, mais elle est prisonnière des traditions. Et si vous voulez, je suis obligée quand même de révéler le nœud de sa tragédie, qui est le refus d'accorder le guet par son époux, parce que cette passion va mal se terminer. Donc, frustrée, quittée, plaquée, son mari, Mardochée, donc ce bel homme, ce marchand juif des confins des hauts plateaux, de Soukaras, va lui refuser l'autorisation religieuse de divorcer. Et donc c'est une femme, quand vous faites référence à la journée de la femme, Reisel était entravée, elle était agouna, ce qui est la traduction exacte, là je suis dans un milieu rabbinique, hein, donc de l'entrave, l'encre, comme les maîtres du Talmud disent que agouna, comme l'encre attachée à la barque et qui l'empêche de prendre son élan. Et sa descendante est au contraire une femme libre, une femme qui a pu accéder à toutes les libertés, la liberté de travailler, de faire le métier qui lui plaît, la liberté d'aimer qui lui plaît, la liberté de choisir, la liberté d'aller et venir, alors qu'une liberté financière qu'elle gagne elle-même, alors que Reisel était dépendante de la pauvreté. Quel était le sort de toutes ces immigrés, ces femmes juives immigrées du début du XXe siècle qui venaient... Vous savez, on se retourne sur leurs pas et on se dit qu'elles ont souffert de la pauvreté, elles ont souffert de l'arrachement. Je parle beaucoup de l'arrachement à la maison du Shtetl, à la maison de Kovno. Il y a un arrachement en chacun de nous. Et de même que, pour revenir à cette rivière qui chemine sous le quartier des Gobelins, mon héroïne, elle remonte de la rivière. C'est ça l'histoire, le nœud. Le nœud de l'intrigue fantastique. Elle remonte de cette bièvre, de ce monde enfoui, et elle raconte une vie entravée par, effectivement, les tribunaux de l'époque qui se révélaient aussi durs du côté ashkénaze que du côté séfarade. Est-ce que, sans trahir des secrets, vous pouvez parler de l'enquête de la journaliste à côté, qui se retrouve avec son collègue au bord dans les catacombes? Est-ce qu'on peut en parler ou c'est... Oui, bien sûr. C'est-à-dire que, de toute façon, il y a deux mondes qui cheminent. Il y a la narratrice, donc la journaliste, et qui fait son métier. Et elle a ce surgissement extraordinaire et fantastique dans sa vie, mais elle continue à faire son métier. Donc, elle enquête avec un de ses confrères sur ce qui se passe. Que se passe-t-il y a-t-il vraiment une rivière? Il y a une rivière enterrée, on le lui confirme, mais que se passe-t-il dans ce monde souterrain qui peut être le monde grec d'Hadès, le monde des ténèbres, ou le Sheol, le monde juif de la mort? Qu'est-ce que c'est? Et donc, il va, sans préciser exactement ce que les lecteurs auront peut-être envie de découvrir, il y a des choses, parce que si vous voulez, il y a l'enquête journalistique, c'est aussi une enquête, je le répète, sur toutes les rivières qui cheminent au fond de nous. Oui. On a tous des mondes souterrains. Et je crois que la parabole, c'est ça m'a séduite, ça m'a portée. De toute façon, quand j'étais dans ce quartier,
je voyais les ombres. Je vis toujours, d'ailleurs je suis en train d'écrire un second roman, et je vis toujours avec deux mondes parallèles. Il y a le monde présent et il y a le monde passé qui se signale par des signes, justement, par des appels. Vous savez, je crois que c'est, je ne sais plus qui disait, peut-être Rimbaud, il faut se faire voyant. Alors, celui ou celle qui écrit voit l'écriture comme une sorte de, perçoit l'écriture comme une sorte de voyance. Il transmet sur le papier les visions. Et c'est Reisel, cette belle lituanienne, à la fois, disons, portée par l'espoir d'un autre avenir et entravée autant par les tribunaux rabbiniques plus tard, quand elle se sera mariée, qu'entravée par sa propre enfance et l'arrachement au sol natal, aux rives du Niémen, parce que Kovno, c'est sur les rives du Niémen, et on lui montrait le pont que Napoléon avait jeté sur le Niémen pour parvenir à Moscou. Ça, c'était une histoire. Vous savez, Napoléon avait été considéré comme un grand libérateur dans les communautés juives de ses confins. Et toutes ces visions, en fait, on écrit à partir des visions. Je crois que c'est cela. On porte des choses en soi et elles commencent à s'ajuster, à se mettre un peu comme une tapisserie. Voilà. Bien. Mais le journalisme qui m'apprend chaque jour, chaque instant, la rencontre, malheureusement elle est un peu freinée ces temps-ci par le coronavirus, le journalisme ressurgit parce que l'Algérie, ma description de l'Algérie, on peut peut-être en parler, l'Algérie vers laquelle m'envoie mon patron, mon rédacteur en chef, va être aussi un lieu de découverte au présent d'une Algérie des années 2020, mais aussi l'Algérie d'autrefois, l'Algérie l'Algérie coloniale, l'Algérie française, l'Algérie juive. Il y a tous ces mondes qui interfèrent. C'est là que votre journaliste retrouve Mardoché, si j'ai bien... Mardoché, c'est ça, l'époux et la passion de Reisel. Ouais. Et elle va lui demander des comptes, parce qu'elle est là en train de faire son reportage avec un confrère algérien. Elle fait son reportage sur l'Algérie au présent, et elle voit ressurgir cette figure du juif algérien d'autrefois. Elle lui demande des comptes, mais pourquoi tu as entravé Rose? Pourquoi tu lui as laissé ses chaînes? Puisqu'il lui dit, je lui ai laissé ses chaînes parce que une femme chez nous, quand elle se refuse, quand elle te refuse, tu ne peux pas l'accepter. Et donc, nous sommes dans les années 1920, hein, nous sommes loin en remontant le temps, et elle va lui demander des comptes. Et en même temps, vous savez, quand on écrit, les personnages qu'on s'imaginait tout d'une pièce ne le sont jamais. C'est ça, on découvre que, comme dans la vie, il n'y a pas, sauf les parfaits salauds, personne n'est entièrement mauvais. Et il est assez touchant aussi, c'est ce juif algérien dont le manteau est fait de plusieurs couleurs. C'est aussi le judaïsme algérien. C'est un judaïsme qui est à la fois fidèle, traditionnel, arabe, français et berbère, évidemment, puisque le monde berbère circule en lui, les racines berbères, et parce je ne sais pas si c'était des racines andalouses, hein, mais bon. Donc la réalité telle que le passé est aussi complexe et il est à plusieurs voies, exactement comme le présent sur lequel on enquête quand on est journaliste. On écoute toutes les voix. Et il faut écouter toutes les voix du passé. C'est ce que j'ai essayé de donner. Je voulais vous poser une question, mais je ne vais pas le faire, sur l'importance des souvenirs et l'importance du présent. Les deux qui, à un moment donné, avec votre rédacteur en chef, avec le rédacteur en chef de votre personnage, il y a un échange sur l'importance du passé, l'importance du présent.
Oui, parce que le rédacteur en chef, lui, est, qui a un très grand rôle dans le roman, parce que c'est son patron, c'est lui qui l'envoie courir le monde, c'est lui qui la met en garde, qui met en garde la journaliste contre des tendances à être un peu partisanes. Lui, il ne pense pas qu'il faut jeter le passé, mais il pense qu'il faut se méfier du sectarisme auquel peut vous entraîner une appartenance, une identité. Or, l'héroïne, la narratrice, elle a une identité. C'est cette identité qui lui permet de voir Rose remonter du temps, de l'écouter, de partager ses douleurs, d'invoquer la figure de son père, d'invoquer aussi les figures talmudiques, les rabbins qui ont travaillé depuis des siècles et des siècles sur le problème du guet. Donc, elle a une identité juive extrêmement forte. Et lorsque son patron, il y a ce dialogue qui lui dit il faut s'arracher à la secte du passé, il faut s'arracher pour être libre. Et elle lui demande, mais vous nous avez expliqué, donc le nous c'est la rédaction, vous nous avez expliqué que pour comprendre les peuples, il fallait enquêter sur leur histoire, sur leurs réflexes historiques, leurs troubles, leurs eaux mêlées. Donc, le passé est nécessaire. Et donc, il y a cette perpétuelle interrogation. Mais la narratrice n'y peut rien. Elle est à un certain moment, elle dit qu'elle est la descendante de cette tradition lituanienne. Bon, la tradition algérienne, elle l'a un petit peu moins, parce qu'elle a été peut-être moins transmise. Mais la tradition lituanienne a été gardée dans la famille. Et son père a fait des études de rabbin. Et donc, elle dit, j'ai transgressé, je voudrais... Non, mais je n'ai pas préparé le passage, alors ce n'est pas la peine de vous faire attendre. Je le dis de mémoire, j'ai transgressé, j'ai dévié, j'ai transgressé. C'est un petit peu, si vous voulez, la prière de Kippour. Quand je l'ai écrite, j'ai réalisé que c'était la confession de Kippour. Et à la fin, elle dit, mais je suis leur enfant. C'est-à-dire, c'est vraiment, elle s'inscrit non pas dans une tradition qu'elle suit, parce qu'elle est profondément attachée à sa liberté de penser, etc. Elle ne supporte aucun cadre, pas plus rabbinique que traditionnel, mais elle dit « je suis leur enfant ». Et c'est ça la transmission, savoir qu'on est l'enfant de cette tradition. Voilà, c'est pour ça qu'à la fin du livre, il y a un glossaire aussi, et que lorsque sur la question du guet, j'ai compulsé les sources talmudiques, je tiens à rendre à chaque commentateur ce qui lui appartient, y compris ceux qui se sont courageusement battus à travers les siècles des siècles, il y a très très longtemps, pour affirmer la liberté des femmes et leur droit à être considérés non pas comme des objets, mais comme des êtres libres qui peuvent recommencer et refaire leur vie. Je vous remercie, Madame Gozlan. Monsieur Malka, vous voulez dire quelque chose ou quelqu'un veut poser une question? Moi, j'ai entendu beaucoup de choses intéressantes. Alors, par contre, pour être tout à fait franc, je n'ai pas lu le livre, donc je ne vais pas poser des questions sur le livre. C'est pour ça que je ne me suis pas mis en évidence. Ce serait déplacé de poser des questions sur le livre sans avoir pu d'abord le lire. Mais c'est intéressant d'avoir fait le choix d'une femme ashkénaze et d'un homme séfarade, d'une femme qui est manifestement plus portée par la connaissance que le mari, et le mari qui est plus porté peut-être par j'ai l'impression que je n'ai pas lu, mais une pratique qui a l'air moins fouillée que celle de sa femme. Vous me reprendrez, je n'ai pas lu, donc je ne peux pas dire de bêtises non plus. Mais non, mais c'est très intéressant. Donc, je me demandais si, en tant que séfarade, est-ce que vous pensez qu'il y a une forme peut-être de complexe
dans Séfarade, justement, vis-à-vis du monde ashkénaze. C'est vrai qu'il y a dans la tradition ashkénaze, quand vous parlez de la ville de Kovno, par exemple, qui est un monument de la tradition, ou même au même titre que Vilna, par exemple, c'est une machine à talmudiste, c'est une véritable usine, en fait. À chaque époque, on a des dizaines et des dizaines de personnages illustres qui vont écrire des ouvrages de référence. Et de l'autre côté, on a la ville perdue d'Algérie, qui finalement n'est pas forcément très connue dans ce qu'elle a produit de grandiose sur le plan du judaïsme. Est-ce que vous pensez justement qu'il y a dans cette cohabitation entre ces deux mondes-là quelque chose qui ne met pas sur le même plan, en tout cas, le judaïsme sfarade et le judaïsme ashkénaze? Non, c'est un hasard. Non, parce que je voudrais pas que. Non, parce que la tradition séfarade, la tradition de recherche et de philosophie séfarade est immense. Donc, c'est un pur hasard. C'est vraiment parce que sur le plan familial, il y avait cette ville et il n'y avait pas d'autres villes qui étaient, je ne sais pas, je vais peut-être pas les citer, mais dans lesquelles se reflétaient les lumières des grands maîtres séfarades, les lumières de Maïmonide. Non, pas du tout. Je voudrais surtout pas qu'il y ait une opposition entre un judaïsme ashkénaze et disons pas éclairé, mais disons un judaïsme ashkénaze empreint de savoir et un judaïsme séfarade qui ne le serait pas. C'est faux. C'est un roman et il y a effectivement, d'ailleurs elle n'est pas si lettrée que ça, Reisel. Il y a simplement une tradition de souvenirs et de transmission dans sa famille à partir d'une lointaine ascendance qui serait celle du Gaon de Vilna. Mais tous les juifs lituaniens, enfin une grande majorité, une grande partie qui sont attachés à la tradition, peuvent se dire les descendants du Gaon de Vilna. Quand on va en Israël, un Litvak vous dira, moi aussi je descends du Gaon de Vilna, j'en ai rencontré des tas. Bon, alors, donc le choix de cette ville d'Algérie n'est absolument pas emblématique, parce que sinon, s'il avait fallu que ce soit, c'est pas un duel, c'est pas un choc, c'est d'autant plus qu'elle n'est pas lettrée, bien sûr qu'elle a appris l'hébreu, elle connaît, mais bon, ça n'a rien à voir. Cette ville, en fait, imaginons en plus Alger était une ville extrêmement, extrêmement lettrée. Et au Maroc, alors le Maroc avec lequel maintenant il y a des horizons qui s'ouvrent. Hein. Bientôt, il y aura, je crois, les Marocains se rendront en Israël. Il va y avoir de grandes réunions, de grands congrès. Donc, il y a quelque chose d'extraordinaire dans la recherche séfarade. On voit les fameux rabbins à Tzfat, à Safed, en Galilée, ce sont des séfarades qui ont réenchanté la Galilée du XVIe siècle, du XVIIe siècle. Donc, pas attention. Mais il y a plutôt un choc entre un certain judaïsme algérien qui était très islamo-compatible et qui était dans les marges de la francisation générale. C'est ça, cette ville. Elle a rien de particulier. Si je ne me suis pas trompé, l'histoire se passe en 1904. Oui, c'est ça. Oui. C'est au début du siècle. Hein. Oui, 1904, 1905, 1908, 1910. Donc, vous voyez, donc c'est pas un choc. Lorsque je dis qu'il y a des mondes qui s'entrechoquent, oui, il y a un monde des souvenirs qui s'entrechoquent. C'est vrai que son époux est habitué à des figures de femmes. Il est habitué à des figures de femmes très... qui ne sont pas... qui ne sont pas dans cet univers un peu mystico-talmudique, si vous voulez, bien que ce soit un peu antagoniste, puisque le Gaon de Vilna s'opposait au mystique. Bon, on ne va pas faire du pile-poule, mais on peut en faire, remarquer. Moi, j'adore le pile-poule. Oui. Donc, si vous voulez... Donc,
il n'y a pas d'opposition. Il y a une opposition entre un homme et une femme. Une femme qui est issue d'un univers où il y avait effectivement ce devoir qui chevillé à l'âme de transmettre quelque chose de cette Lituanie dont il ne reste plus aujourd'hui que des cendres. Bon, mais là, c'est à une autre époque. Mais ce devoir de transmettre, il y avait le sionisme aussi. Vous savez que les Litvaks ont été quand même c'était la petite bourgeoisie juive lituanienne. Et elle a fait beaucoup pour le renouveau de l'hébreu moderne et pour le sionisme débutant. Donc ça, c'est très, très présent. Mais ça n'était pas présent en Afrique du Nord dans ces années-là. Pas du tout, pas du tout. Donc, voilà. Vous avez parlé du... Je m'excuse, Monsieur Malka, vous voulez dire quelque chose? Non, je vous en prie, allez-y. Vous avez parlé du Gaon de Vilna. Il y a quelque chose qui m'a interpellé. Parlez-nous de la carte. Ah, la carte. Cette fameuse carte du Gaon de Vilna. Alors, écoutez, évidemment, c'est un élément important et c'est un élément véridique. Et d'ailleurs, peut-être nos amis le savent-ils, le Gaon de Vilna, donc, qui vivait à la fin du XVIIIe siècle, dans sa bibliothèque de Vilna, et qui était considérée comme une excellence. Le Gaon, c'est l'excellence rabbinique, la grande... avait dressé une carte de la terre d'Israël. Et cette carte de la terre d'Israël, il l'avait figurée de façon très réaliste, donc à la fin du XVIIIe siècle, en s'appuyant sur des récits de voyageurs. Il avait figuré des villes, il avait figuré la Grande Mer, c'est-à-dire la Méditerranée, la bande de Gaza, c'était celle des Philistins, il avait figuré la Galilée, et il avait figuré chaque tribu. Et cette carte, dommage parce que j'ai un livre qui reprend cette carte. Si vous me laissiez quitter l'écran une seconde, peut-être que la carte, je l'ai mise en commentaire. Si on clique sur le lien, on trouve la carte. Ah, d'accord. Si nos amis cliquent sur le lien, ils peuvent trouver la carte. Voilà, je viens mettre le lien de la carte. Si vous cliquez dessus, vous avez la carte du Gaon de Vilna. Voilà. Et écoutez, cette carte, quand je l'ai découverte, elle m'a fascinée. J'ai dû acheter dans une très vieille librairie de Jérusalem merveilleuse, une sorte de palais de la connaissance, poussiéreuse, etc., mais mirifique, un livre dont la couverture reproduit la carte. Et c'était un cadeau de bar mitzvah, le cadeau pour un bar mitzvah en 1943. Est-ce que vous vous rendez compte? Un enfant juif de 1943 qui fait sa bar mitzvah à Jérusalem en 1943. Quand je suis tombée là-dessus, j'ai été bouleversée. C'était une émotion extraordinaire. On lui a offert ce livre qui retraçait la mise en estampe de la terre d'Israël, le dessin de la terre d'Israël à travers les siècles par des juifs de tous les pays. Et ce qui prouvait, la voilà, elle est magnifique. Ce qui prouve la permanence et la réalité de cette terre dans l'imaginaire et le cœur et la réalité des Juifs. C'est ça qui est bouleversant. C'est pour ça que j'ai mis la carte. Cette carte est un élément du roman, parce qu'il fallait absolument rappeler que finalement nous, allez, on s'inclut tous dans le nous, toutes les générations, que nous avons toujours dessiné la terre d'Israël. Bon, on l'a dessinée, on l'a découverte, on l'a redécouverte, on y est allé, et aujourd'hui c'est un pays, c'est plus qu'un pays, c'est un État, et c'est l'État d'Israël. Donc c'est une histoire tellement bouleversante de voir cette carte qu'il a fallu qu'elle devienne un personnage, et elle devienne l'emblème de la fidélité. De la fidélité que la mère de Heysel, qui se dit convaincue qu'elle descend du Gaon de Vilna, sans aucune preuve généalogique, mais ça ne fait rien, elle lui dit, cette carte, elle est dans notre famille. C'est une copie bien sûr, c'est notre trésor, c'est un trésor au même titre que vous, mes enfants, et ne l'oubliez pas. Voilà. Voilà. Merci madame, merci Martine, merci. Merci de me donner l'occasion de parler de la carte.
Je vais parler de la carte. Voilà. Moi, je n'ai pas d'autres questions. La seule chose que je peux dire pour terminer, je l'ai noté en fait, hein, c'est que ce roman que j'ai lu avec plaisir, on vit avec vous la vie d'une journaliste et la vie du journal. On vit la recherche de son histoire personnelle et la vie des Juifs errants qui quittent les lieux qu'ils aiment et les gardent dans la tête avec l'espoir de vivre normalement ailleurs. Voilà ce que j'ai à dire sur votre livre et je l'ai aimé et je l'ai relu ces derniers jours avec plaisir. Voilà. Je vous en remercie, ça fait chaud au cœur. Voilà. Et je pense qu'on pourra vous inviter une autre fois pour parler d'Israël, changer de sujet, l'Israël moderne. Avec plaisir. Avec plaisir. Voilà. Mesdames, Messieurs, j'étais heureux de vous avoir avec nous dans cette activité faite par Yerusha et l'association Robert Gamzon et à la CTC, bien sûr. Je remercie tous ceux qui sont là. Ceux qui ne sont pas là, ils ont loupé, mais ils pourront voir la vidéo. On peut peut-être, s'il y a des questions. Je leur souhaite de lire le livre. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions parmi nos participants? Quelqu'un a des questions? Levez la main. Oui, moi, Brigitte. Bonjour, Brigitte. Attendez, bougez pas, Brigitte, une seconde, bougez pas. Brigitte, c'est Jackie, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous avez le choix du prénom de votre héroïne. J'ai pas lu le livre. Hein. Le choix du prénom, est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est voulu, Rose? Non, c'est son prénom. Non. Il n'y a pas de raison particulière. Non. Non. Je dirais que c'est mon second prénom. D'accord. Donc, c'est ma deuxième vie. Oui. Mais ça nous a donné envie de le lire, en tout cas. Ben merci beaucoup. Ceux qui veulent parler, ils cliquent sur le micro et ça leur donne la parole. Hein. Juste, plus personne. Le silence règne de part et d'autre de l'écran. Non, moi j'aurais beaucoup de questions, mais je suis désolé de ne pas avoir vu le livre. Du coup, mais ça fait rien, allez-y. Allez-y dans d'autres questions. Oui, exactement. Moi, en fait, si vous voulez, moi, c'est le principe même d'avoir mis ces deux mondes qui sont complètement opposés, enfin pas opposés, mais en tout cas, non pas dans leur histoire, parce qu'il y a des ponts malgré tout. Ils sont pas nombreux, mais ils existent. Il y a des ponts qui existent entre les traditions, notamment il y a beaucoup de ponts, par exemple, entre la Pologne et le Maroc à travers l'histoire, mais il y a des ponts entre les Litvaks et les Séfaradis, même si ce n'est pas non plus monnaie courante, ça existe. Pas dire que c'est complètement hermétique, mais c'est fascinant d'avoir parce que moi, par exemple, s'il avait fallu créer un pont entre ces deux communautés, j'aurais plutôt vu peut-être la ville de Constantine, par exemple, ou la ville d'Alger éventuellement, parce que ce sont des villes qui sont européennes, parce que ce sont des villes qui sont plus européennes, qui sont plus développées, et qui ont très clairement une fierté d'être français. Donc, s'il y avait une ville qui permettrait de faire, voilà, de pouvoir faire ce pont entre les traditions, c'est bien ces villes-là. Je crois que vous parlez à un juif de Constantine et que vous dites qu'il est arabe, il vous frappe, quoi. Donc, parce qu'il a une fierté d'être français, parce qu'il y a quelque chose, il y a effectivement une sorte de melting pot des religions et des traditions là-bas, mais malgré tout, il se considérait comme profondément français. Et moi, je me serais dit, a priori, imaginez d'abord de créer un pont entre ces sociétés européennes, entre guillemets, celle qui est d'Europe de l'Est, qui rêve d'être française, celle qui est algérienne, qui rêve aussi d'être française, métropolitaine. Et là, effectivement, on retrouverait tous les espoirs et toutes les frustrations de ces pays un peu pauvres qui auraient aimé parfois aussi se retrouver tous les dans cette réalité. Et ça c'est fascinant justement de pas être passé par la France. Il y a un pont, il y a un lien, mais c'est pas par la France, c'est directement sur les deux qui sont en réalité, c'est pas la ville européenne, c'est pas Constantine, c'est pas la ville blanche, ça va être une ville qui est un petit peu excentrée, qui est pas forcément. Oui, exactement. Mais vous savez, le couple, Reisel et Mardoché, Rose et Mardoché, se sont rencontrés à Paris, ils se sont rencontrés au carreau du Temple. Or, au carreau du Temple, c'était un lieu mixte. Il y avait des Russes, des Juifs russes, et il y avait des Juifs qui arrivaient d'Algérie, des marchands, des fripiers, donc les tanneurs, et Mardoché lui-même est fripier, donc il y a les tanneurs et les fripiers, mais
comment vous dire, c'est jamais ou blanc ou noir, parce que la vie est très segmentée. Le fait même qu'une histoire d'amour ait été rendue possible entre une juive lituanienne, fille d'un tanneur et un juif d'Algérie qui arrive, c'est pas, ça prouve que les émotions, les amours surgissent toujours à l'improviste. Vous savez, cette phrase, bien sûr, dans Proust, dire que j'étais si amoureux d'une femme qui n'était pas mon genre. Alors finalement, c'est parce que c'est aussi un roman d'amour espéré et déçu. Et si vous voulez, bon, les passions sont pas, les passions brisent les codes. Et le code, c'était que les juifs de cette époque, les juifs russes, restaient entre eux. C'était difficile parce que c'était la première génération de l'arrivée, de l'intégration. Alors après, d'ailleurs, il y a la sœur de Reisel qui s'appelle Liba, et elle pulvérise tout, elle refuse, elle s'assimile, elle va s'assimiler complètement. Elle divorce d'un mari qu'on lui a plus ou moins présenté, imposé selon les codes des marieuses, et elle va épouser d'ailleurs quelqu'un qui n'est pas un homme qui s'occupe bien d'elle, qu'elle aime, et qui n'est pas juif. Donc, si vous voulez, les chemins des êtres ne suivent pas les chemins des communautés. Les gens se rencontrent, ça marche ou ça casse, mais c'est ça que j'ai voulu explorer aussi. Cette époque, non? Comment? C'est pas forcément très courant cette époque en 1910. La probabilité qu'une histoire comme celle-ci puisse se produire dans la réalité en 1910, c'est pas forcément très courant. Les communautés sont encore. Non, c'était pas courant, mais ça s'est produit. Oui, Ça s'est produit. les communautés sont quand même encore bien segmentées et très traditionnelles. On est encore très loin des générations où ça peut se produire, même si en réalité les ponts existent déjà depuis très longtemps. Mais oui, la France, c'est un lieu qui rend ça possible. Mais on verra beaucoup plus d'ailleurs après. Oui, une autre question? Et moi, Je ne sais pas comment. attendez, allez-y, je vous demande d'abord, qu'est-ce qui souhaite parler? C'est Josette? Qu'est-ce qui pose la question? On n'a pas entendu. Essaye de parler, là. Bon, si vous avez une question, allez-y, n'hésitez pas. Et finalement, ce Mardoché, alors, qu'est-ce qui l'empêche dans sa vie de lui donner le guet à cette Reisel? C'est le refus du guet, c'est la revanche d'un homme toujours amoureux et que sa femme veut quitter. Donc, que sa femme quitte, puisqu'elle obtiendra bien sûr elle obtient le divorce civil à Paris. Donc, si vous voulez, c'est très souvent le guet, le refus du guet, c'est la revanche d'un homme qui n'accepte pas qu'une femme recouvre sa liberté. Et c'est très profond chez lui. Il l'aime, mais elle est sa possession dans cet univers. D'ailleurs, ça se passait aussi du côté ashkénaze, puisque dans les tribunaux, puisque la mère de Reisel va se traîner devant les tribunaux à Paris, et il y a autant d'ashkénazes que de séfarades. Enfin, il y a beaucoup d'ashkénazes, mais ils diront niet. Ils diront non. Et si vous voulez, des deux côtés, il s'est produit un non. Et c'est pour ça qu'il y a ce passage sur lequel la narratrice se penche sur la discussion, la discussion talmudique à travers les siècles sur la question du guet. Et je me suis penchée, vraiment, j'ai essayé même de reprendre le traité Gittim. J'ai pris la traduction du traité Gittim du Talmud dans la traduction formidable du rabbin. Il y a d'ailleurs un livre qui a été écrit récemment. Oui. Si ça vous intéresse, il y a un livre du Grand Badaon qui a été écrit dessus, qui reprend l'histoire de la tradition, de l'évolution de la tradition des guettes.
je me suis appuyée dessus aussi. J'étais très, ça me tenait vraiment à cœur. Donc, il y a des choses formidables qui ont été écrites par des rabbins, y compris, l'école de Babylone. Même plus récemment, même dans le monde séfarade. Oui, ce qui était intéressant, c'était de remonter le temps. Je remontais le temps et je voyais qu'il y a eu des libéraux aux temps anciens et il y a toujours des fanatiques au temps moderne. Parce que si vous voulez, cette question du guet, alors là, c'est la journaliste c'est pour ça, c'est la journaliste qui ressurgit et c'est pour ça que je l'ai tellement traitée. Parce qu'elle m'a sauté au visage lors d'un reportage en Israël il y a une dizaine d'années. Et j'ai rencontré une femme qui était prisonnière, parce qu'il y a beaucoup d'agounotes, il y a beaucoup de femmes entravées en Israël, mais il y en a en France aussi. Et je sais que le grand rabbin Chaim Corsia se bat sur cette question. C'est pour ça, je tiens toujours à lui rendre hommage, parce que j'ai vu qu'il était très attaché à la liberté, à la liberté recouvrée des femmes, et que les hommes n'avaient pas refusé un guet. Donc j'ai été confrontée à la tragédie d'une femme entravée, d'une agouna, et c'était dans l'Israël d'il y a 10 ans. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, je ne sais pas ce qu'est devenue cette femme, mais elle me disait, je suis prisonnière. Elle était là chez elle et elle criait, délivrez-moi, délivrez-moi. Et j'ai senti, puisque finalement, bon, c'est pas un récit, c'est un roman, mais bien sûr qu'il y a des éléments du récit familial que j'ai repris, des réminiscences. Donc je voyais remonter une histoire familiale d'avant-hier à travers le présent de ma vie de journaliste, d'enquêtrice. Et ça, c'est pour ça que c'est toujours au confluent du passé et du présent. Bon, c'est vrai que je pose la question. Il y a d'autres, bien sûr qu'il y a d'autres romancières qui ont posé la question. Il y a Eliette Abikassis qui, je crois, a consacré un livre à la question du guet et un roman. Donc, je crois, on avance, on ne sait pas sur quelle réalité on va tomber. Mais toutes les réalités que nous avons en nous et toutes celles que nous avons croisées, brusquement se bousculent et toquent sur l'écran de l'ordinateur ou devant la feuille de papier et disent, bon, laisse-moi entrer et raconte-moi. Voilà, c'est ça. Vous donnez vie à Parlez plus fort, monsieur le rabbin. Pardon ? Plus fort. Je disais qu'à travers le roman, ça nous permet d'une part, c'est une forme d'exutoire, de pouvoir prendre des souvenirs qui sont enfouis et leur donner une place, en fait, en les rhabillant, en fait, en les humanisant, en les exprimant. Donc, c'est déjà en soi, c'est intéressant. Et ensuite, ça permet également de les rattacher à différentes formes, en fait, non pas de frustration, mais de réalités qui sont parfois frustrantes, qui sont parfois révoltantes. Et ça permet, en fait, de leur donner à chacun une place dans un tout cohérent. Tout cohérent et en faire une histoire qui, au final, est cohérente. En fait, c'est une manière de réécrire soi-même une histoire qui nous a un petit peu énervé, qui nous a un peu bloqué. Et en fait, grâce au roman, vous arrivez à tout remettre en place. Au final, eh bien, Raisel arrive à se libérer. Au final, elle arrive à reprendre sa forme de liberté. C'est une manière, en fait, de pouvoir redonner un happy ending, quelque part, à des souvenirs qui ne le sont pas tellement. Vous voyez que vous avez lu le livre. Vous voyez que vous avez lu le livre sans l'avoir lu. Voilà. Je vois que le post-scriptum auquel j'avais pensé le guet, il est bien apparu. Oui. Sujet de post-scriptum. Bah, écoutez, ça fait presque 1 heure qu'on est ensemble. On pourrait y passer la nuit. Tout le monde reste ou pas? Alors, si vous avez d'autres questions, moi je réponds avec plaisir. Vous avez vu comme je suis bavarde. Quelqu'un veut poser une question? Moi, j'aurais des tas de questions, en particulier sur le monde journalistique et sur Marianne et sur d'autres choses, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Je ne parlerai pas de Marianne aussi. Comment? Non, je ne parlerai pas de Marianne. Ce n'est pas le sujet de ce soir, d'une part. Et d'autre part, ce serait l'occasion, justement, vous savez que bientôt, on va organiser, on a une journaliste qui va organiser bientôt une conférence. Ça aurait dû être avant Pessah, mais ça va sûrement être fait après, en questionnant plusieurs journalistes,
en fait, sur la construction de la réalité journalistique. Ah, d'accord. Oui, c'est parti en partie à cause de la Covid et en partie à cause d'une première forme de désolidarisation du monde journalistique qui avait eu lieu avec, vous vous souvenez, l'époque glorieuse où on avait des titres de journaux qui titraient des choses assez horribles sur les attentats en Israël. Oui, oui. Et donc, il y avait une première cassure à cette époque-là. Et puis, avec la Covid, là, on est en train de tomber dans un endroit où on ne comprend plus rien à rien. Et donc, justement, sa démarche, c'était de pouvoir redonner, en fait, du sens à l'écriture journalistique, à la réalité journalistique. Mais encore une fois, ce n'est pas le sujet de ce soir. On aura, si vous souhaitez… l'occasion de faire d'autres sujets. Hein. Voilà, il n'y a pas de problème. Dans un autre contexte. Vous savez, avec plaisir, avec plaisir. Mais comme le monde journalistique, c'est monsieur Samuel qui a posé une question tout à l'heure, non? Non? Non, alors j'ai rien compris. Sur lorsque j'ai dit qu'on ne parlait pas de Marianne. En fait, il y a le journalisme est présent dans ce roman. Donc, si vous voulez qu'on parle voilà, s'il y a des questions sur l'univers journalistique, parce que je dépeins, mais quelque chose qui ne pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Hein. C'est un journal fictif qui ne se réfère absolument pas à Marianne, ou alors c'est un journal qui a préexisté à Marianne, donc éventuellement. Donc, ce n'est pas du tout celui-là, mais je peux y répondre. En tout cas, on vous a expliqué Armand veut parler, il faut lui redonner la parole. Ah, bien sûr, attendez. Armand? Je vous écoute, monsieur. Attendez, il n'a pas la parole encore. Ah, attendez, je vais lui proposer de réactiver son micro. Vous êtes sûr qu'il n'a pas… Armand, valide ton micro. Je lui ai proposé. Ah bah ça y est. Oui, c'est bon. Voilà, je voulais dire, bon, moi, je ne suis pas du tout ni un journaliste ni quoi que ce soit, mais les impressions que j'ai eues en écoutant votre discours. J'ai entendu une bar mitzvah en 1943 en Israël. Jérusalem. Et j'ai entendu évoquer la ville de Kovno. Nous avons reçu dans le club Yiddish, nous avons une lettre à traduire de Kovno, justement de ces années-là, et quelque temps après, la ville a été complètement détruite, tous les Juifs sont morts. Bon, alors, pourquoi vous ne parlez pas de cet événement-là, de ce drame qui s'est passé à Kovno? Alors voilà, monsieur. Quand j'ai évoqué la bar mitzvah en 1943 à Jérusalem, c'était par référence à ma découverte de la carte du Gaon de Vilna. Donc, c'est tout à fait indépendant du roman. Ensuite, pourquoi je ne parle pas de ce qui s'est passé de la Shoah à Kovno? C'est parce que ce n'est pas l'époque du roman. Le roman se situe entre 1892 et 1930. Donc, ça n'a rien à voir. Le Kovno, c'est le Kovno des pogroms de la fin du 19e siècle. Ce n'est pas le Kovno de l'extermination nazie. Donc, mais je vais vous dire, à Marianne, puisqu'on en reparle, j'ai réalisé en 2015 un numéro spécial sur les résistances juives. Et Kovno, naturellement, toutes les résistances y étaient présentes, toutes les manières de résister. Donc, ça n'a rien à voir avec le roman, mais en réponse à votre remarque et à l'évocation de cette lettre, je vous le précise, je vous le signale, parce qu'il n'est pas de jour, puisqu'on évoque l'époque qui suit, qui n'est pas celle du roman, mais il n'est pas de jour, bien sûr, où on ne pense à ce qui s'est passé et à ce qui nous constitue toujours, et ce que d'autres ne peuvent pas comprendre, et qui fait partie, bien sûr, de notre identité. Donc, que le drame, la tragédie sans nom, bien sûr, de l'extermination de Kovno, elle est présente dans tout ce que je lis, voilà. Mais ça ne se passe pas à cette époque. Mais alors pourquoi 43 est tout à fait en dehors de l'époque. Mais attendez, parce qu'il y a peut-être eu un malentendu. 1943. J'ai évoqué 1943, oui. Tout à fait en dehors du roman, en réponse à une question de monsieur. Ça ne fait pas partie du roman.
Oui, Non, pas monsieur du le tout. rabbin, Oh, ben, je m'excuse. monsieur Malka, Ça m'a induit. non, en non, erreur. mais c'est légitime. Monsieur Malka me posait la question de la carte du Gaon de Vilna. Oui, C'est-à-dire cette fameuse carte que nous avons eue à l'écran tout à l'heure et Oui. sur laquelle le Gaon de Vilna dessinait la terre d'Israël. Or, j'ai expliqué donc à monsieur Malka que j'avais découvert notamment l'existence de cette carte, voilà, elle est très belle, elle est à l'écran, en retrouvant, je la connaissais, mais j'ai retrouvé un livre dans une librairie juive, dans une vieille, pardon, librairie juive, une vieille librairie de Jérusalem, un livre qui m'a beaucoup touchée et qui portait cette carte sur sa couverture et qui en fait était un livre qui avait été offert, qui portait en dédicace des félicitations à un jeune bar mitzvé, un garçon qui avait immigré avec sa famille, qui avait réussi à gagner la Palestine dans les années 35-36 et il faisait sa bar mitzvah en 1943 à Jérusalem. Et il y avait ce livre, je l'ai d'ailleurs dans ma bibliothèque là à Paris. Pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire de penser qu'il y avait un jeune juif sioniste qui faisait sa bar mitzvah à Jérusalem en 1943 au moment où le monde juif européen était totalement exterminé. C'était un bouleversement. Donc c'est hors roman, mais ça fait partie. Bon, mais veuillez m'excuser. Mais non, J'ai eu une erreur quand j'ai entendu les deux choses. non, Je mais bien me suis sûr. dit qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais c'est agréable de communiquer et la référence à la lettre de 1943 reçue que vous avez que votre famille avait reçue. Non, c'est nos amis ici à Lyon qui l'ont reçu. Mais d'ailleurs, c'est une très belle histoire parce que Oui. cette lettre a permis à la dame qui nous l'a envoyée de retrouver un parent à Paris. Voilà. D'accord. Parce que la lettre évoquait aussi quelque chose à Paris. Oui. Et que, voilà. Bien, bah, écoutez, sur cette dernière intervention, je pense qu'on va s'arrêter là. Qu'en D'accord. pensez-vous? Tout le monde est d'accord? Personne dit non? Bon. Voilà, je vous remercie tous d'avoir été là. Madame Gosselin, oh, je vais relire votre livre encore, il n'y a pas de problème. Bon, ben, merci à tous. Écoutez, d'abord, ça me touche énormément. Et puis, notamment le nom de Robert Gamzon, évidemment, qui évoque la résistance juive et la Renaissance. Voilà, la résistance juive au plus fort de la tourmente et puis la Renaissance ensuite. Donc, voilà, ça me touche beaucoup et je vous remercie vraiment de votre invitation et du grand plaisir que j'ai eu à parler, à converser, à présenter mon roman avec vous. Bien, on va couper. Monsieur Malka, vous pouvez... Merci beaucoup à tous. Très bonne soirée à tous et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.